Alors, une conférence sur un sujet très vaste. Et je vais traiter de sujets que j'ai déjà abordés dans de conférences. Je vais certes citer certains éléments que vous connaissez peut-être, rajouter des éléments nouveaux, mais dans la deuxième partie, je vais traiter d'un sujet que j'ai quasiment pas abordé et que j'estime être le cœur du mal du système mondialiste. Bien. Alors, pour commencer cette conférence, je vais démarrer avec les derniers événements en cours ces dernières semaines, avec une chose qui a étonné nos journalistes et hommes politiques, ce sont les réveils régionalistes en Europe, avec la signature entre le Premier ministre anglais Cameron et Alex Salmond pour l'Écosse d'un référendum prévu pour 2014. Tout le monde est tombé des nues. Les élections en Catalogne, dernièrement, c'était le 25 novembre, qui ont donné lieu à l'émergence de partis indépendantistes. Et grosso modo, les 2/3 des députés catalans de gauche et de droite sont pour l'indépendance de la Catalogne, en sachant que lors de la fête nationale catalane, le 11 septembre dernier, vous avez eu environ 1 million de Catalans dans les rues de Barcelone pour réclamer l'indépendance. Certains disent 1,5 million, enfin on ne va plus chipoter. 1 million pour une population de 7,5 millions, vous voyez donc le courant. Et puis vous avez la Flandre, de Barneveld, qui elle aussi se réveille depuis un bon bout de temps d'ailleurs, entre donc la Flandre riche et la Wallonie francophone beaucoup plus pauvre. Et là aussi, on voit qu'il y a un compte à rebours, et Barneveld a eu une expression, donc le représentant de la NVA, parti indépendantiste flamand, où il a dit que la Belgique allait s'évaporer entre l'Europe et les régions. Et ma foi, le phénomène est très bien vu, puisque vous avez des pouvoirs donnés aux régions et d'autres pouvoirs donnés à l'Union européenne, et dans une relation à trois, je dis toujours ça, dans une relation à trois, comme pour la relation humaine, il y a toujours un en trop. Et dans cette histoire, ce sont les États qui, pris entre le marteau et l'enclume, vidés de leur substance régalienne, c'est-à-dire tout ce qui a trait à l'État, comment il a frappé la monnaie, la diplomatie, etc., eh bien ces États sont vidés de plus en plus de leur substance. Alors, le phénomène va encore plus loin, et il est incolore. Ce sont, et j'en parlais tout à l'heure avec quelques personnes, le fait que les régions, ne serait-ce que pour la France, mais c'est un phénomène général en Europe, les régions vraiment s'émancipent de plus en plus du cadre national. Dans ce sens qu'on parle toujours des zones visibles, catalanes, flamandes, etc. Mais vous avez une vision technocratique de l'Europe, dans ce sens que les régions sont dotées de conseils régionaux qui traitent de moins en moins avec l'autorité nationale, mais de plus en plus avec l'autorité supranationale de Bruxelles pour gérer le nerf de la guerre qui est l'argent. Et début octobre 2012, président de la République française, François Hollande, lors de la, lors d'une réunion des régions françaises pour la démocratie locale, a dit qu'il allait favoriser l'instauration de la gestion des fonds structurels, c'est-à-dire la tirelire, entre les régions et Bruxelles, ce qui fait que les régions vont dépendre encore moins de l'autorité nationale, et le phénomène en fait existe déjà dans le cas français, puisque depuis 2003-2004, vous avez l'Alsace qui traite directement avec Bruxelles pour la gestion des fonds structurels, et le phénomène va simplement être élargi pour toutes les régions françaises. Alors, la sacro-sainte égalité républicaine va en prendre un coup, puisque malheur à ceux qui vont vivre dans des régions pauvres, dans ce sens que les régions vont connaître des diversités en tout genre, d'un point de vue impôt, d'un point de vue remboursement de médicaments, d'un point de vue éducation. Les régions riches comme l'Alsace, il vaudra mieux vivre dans cette région qui s'émancipe de l'autorité nationale qu'en Auvergne. Je rappelle que la SNCF a pratiquement plus construit de voies ferrées pour l'Auvergne, en tout cas pour de nombreuses années. Donc on voit qu'il y a des régions qui peu à peu échappent au tissu industriel. Toute cette dislocation en cours qui a lieu en France, mais partout dans les États européens,
l'Italie, entre la partie nord et la partie sud, etc. Ce phénomène rentre dans un processus qui est dû à la volonté, et je le dis et je le répète, des élites allemandes en liaison avec les élites anglo-américaines, qui consiste à fractionner, à disséquer les États européens. Et quand je dis bien donc les élites allemandes, dans ce sens que, évidemment, le peuple allemand, dans cette histoire, est hors jeu, et à des années-lumière de tout ça. Les élites allemandes ont un rôle à jouer, politique, financière, en liaison avec le supérieur anglo-américain, et aussi en liaison avec Israël. Car dans cette histoire, les autorités juives, en France, mais aussi en Allemagne, et dans les pays anglo-saxons, et Israël, évidemment, jouent un rôle premier, mais ça, j'en parlerai surtout dans la deuxième partie de cette conférence. L'Allemagne a toujours eu une vision provinciale dans le cadre du Saint-Empire romain germanique. En fait, le principe, et ça je l'avais découvert il y a plus de 10 ans de ça, en étudiant la colonisation germanique en Europe de l'Est au Moyen-Âge. Et à chaque fois que les communautés allemandes s'installaient en Pologne, en Russie, etc., en Roumanie, eh bien ces communautés germaniques bénéficient d'une autonomie politique, fiscale, religieuse, quand c'était des minorités allemandes, catholiques ou protestantes, qui ne dépendaient pas de l'autorité du pays. Et ce principe qui était purement germanique, jusqu'au XVIIIe siècle, va s'européaniser à partir de la première moitié du XIXe siècle. Les élites allemandes, de l'époque, les libéraux allemands plus exactement, vont chercher à étendre le modèle germanique pour toute l'Europe. Alors, tout ça dans un cadre fédéral. Alors il faut lire les termes, les propos tenus par ces gens-là. Je cite de mémoire ces dirigeants, les libéraux allemands, on est dans les années 1845-47, puis 1848, la fameuse révolution, en Allemagne, enfin dans les Allemagnes, où vous avez ces dirigeants qui disent, je cite à peu près de mémoire, ils disent ceci: le grand fédéralisme des peuples européens, qui viendra un jour, portera également les couleurs allemandes, tout ce qui est grand, profond et éternel dans toutes les institutions européennes, ne peut être qu'allemand. Qui donc peut encore séparer et couper l'élément allemand de ce qui est européen? Il faut dégager le substrat ethnique de sa gangue étatique avant de procéder à de nouvelles combinaisons. Tout Reich est une sorte de fédération, et toute fédération mérite le nom de Reich. On est dans les années 1840, et déjà à cette époque, ces élites allemandes avaient fédéralisé la France en 5 zones. Vous aviez le groupe oriental, Alsace, Lorraine, Bourgogne, le groupe alpin-rhodanien, le groupe Garonne, c'est-à-dire Languedoc, le groupe Loire, le donc d'Oil, et la partie Seine-Normandie. Donc divisé en 5 blocs régionaux, et c'est très curieux parce que cette subdivision de la France dans les années 1830-1840 ressemble étrangement à la subdivision de la France actuellement pour les élections européennes, où la France métropolitaine est divisée non pas en 5 mais en 7 blocs. Vous avez un grand Est, un grand Ouest, etc. Donc on voit qu'il y a des traditions qui se perpétuent, et ce qui fait que par exemple le député français au Parlement européen n'est plus le député de la nation, mais le député du Grand Est, le député du Grand Ouest, le député du Sud-Est, etc. Donc on voit déjà cette idée de vider la France de la connotation nationale. Bon. Donc un rôle éminemment important. Tous les textes de la construction européenne sont tous allemands. Charte des langues régionales, Convention cadre pour la protection des minorités, Charte de la démocratie locale, Charte de l'autonomie régionale, coopération transfrontalière, Code civil européen, aménagement du territoire. On est sur Terre, et quand un pays est à l'origine de tous ces textes, on se dit qu'il y a une politique derrière. Moi, à l'époque, quand j'ai fait ces recherches, je me disais, bon, tel pays a fait ceci, tel autre, un autre. Et quand vous voyez la même source, voilà, rien n'est gratuit, il y a des raisons. En fait, les élites allemandes ont un projet qui consiste à établir un pilier européen unifié sous l'égide anglo-saxonne. Et à cela s'ajoute le fait que la crise aidant, l'entêtement colossal des pays européens,
fait que l'endettement rend esclave. Et quand on est esclave, on est soumis plus facilement à des mesures. Et là, on se rend compte depuis quelque temps que l'Allemagne impose sa discipline budgétaire, son modèle, de plus en plus avec, tout récemment, ces jours derniers, la reconnaissance, la mise en place d'une union bancaire, c'est-à-dire que la BCE, qui est simplement la Bundesbank, la Banque fédérale allemande, à l'échelle européenne, la BCE va superviser toutes les banques des pays de la zone euro. Donc on voit que le modèle allemand se met en place dans ses structures politiques, dans ses structures économiques, et en fait l'Allemagne ne fait qu'appliquer une mesure qu'elle avait déjà appliquée avec succès au cours du XIXe siècle dans le cadre du Zollverein, qui est l'union douanière, où à partir du 1er janvier 1834, la Prusse a imposé ce modèle aux régions de Bavière, de Bade, de Württemberg, de Holstein, etc. Et finalement, c'est une grande Prusse qui a vu le jour en janvier 1871, le Deuxième Reich, l'Allemagne. Eh bien, conserver le même modèle de raisonnement, la même méthode de raisonnement, et voyez l'Allemagne un peu comme la Prusse, avec des provinces qui s'appellent non plus Württemberg, Bade ou Bavière, mais France, Italie, Espagne, Portugal, et ce modèle prussien, germano-prussien, de Berlin est imposé à toute l'Europe dans le cadre de l'Union européenne. C'est le même principe, simplement une échelle plus grande. Donc l'Allemagne joue un très grand rôle dans la mise en place d'une communautarisation de son système. Et en fait, le principe fédéral pour toute l'Europe a été décidé par les instances politiques allemandes en 1987, dans les préparations du traité de Maastricht qui allait aboutir donc à sa mise en place en 1992. Pilier européen pour l'Europe, pour donc créer un cadre organisé, un cadre qui doit aller de pair avec le pilier nord-américain. Actuellement, vous avez 3 États qui composent le bloc nord-américain, États-Unis, Canada, Mexique. L'objectif, unifier ce bloc. Projet qui a été lancé officiellement en 2005. Vous avez même un reportage de CNN qui relate, CNN, le TF1 du coin. Il suffit d'aller sur Dailymotion YouTube, vous tapez North America, enfin même du Nord, Lou Dobbs, Lou, L-O-U, Dobbs, D-O-2-B-S, qui est le nom du journaliste américain de CNN, et vous avez le reportage de CNN qui explique en 2005 cette volonté de créer ce bloc nord-américain. Donc c'est archi-officiel, il n'y a pas un mot dans la presse française, avec quelquefois des petits signes amusants. En 2010, vous avez un livre de géopolitique qui est sorti sous la plume d'un Normalien qui s'appelle Michel Fouché, et un livre de géopolitique classique, mais quand même à la fin du bouquin, il présente les blocs continentaux avec une légende. Et par exemple, pour l'Europe, il donne le nom Union européenne, pour l'Afrique, l'Union africaine. Et puis pour l'Amérique du Nord, il aurait dû mettre ALENA. Il n'a pas mis ALENA, il a mis Union nord-américaine. C'est-à-dire qu'il a mis un mot pour caractériser l'existence d'un bloc unifié, politique, économique et militaire, qui, à l'heure où je parle, n'existe pas. Simplement, il a pris un peu d'avance. Les États-Unis sont dans une situation de pré-faillite, avec un endettement colossal, environ 16 000 milliards de dollars, des États fédérés qui veulent s'émanciper des États-Unis. C'est sur le site de la Maison-Blanche. Vous avez les États fédérés américains, à peu près une trentaine, un peu plus même maintenant, qui veulent s'émanciper du gouvernement fédéral de Washington. Et actuellement, vous avez un État fédéré qui a le vent en poupe, c'est le Texas. Et sur le site de la Maison-Blanche, que vous pouvez donc consulter sans problème, ils ont, j'ai encore regardé ça hier soir, ils avaient 119 000 signatures en faveur de la sécession du Texas. Alors en fait, c'est qui signe? Monsieur tout le monde, mais aussi des élites politiques et économiques. Et il faut savoir que dans le cas du Texas, vous avez tout simplement le gouverneur de l'État du Texas, qui s'appelle Rick Perry, qui est pour la sécession du Texas. Et le phénomène
et généralisée à différents degrés dans tous les États fédérés américains. Pourquoi? Raison d'ordre économique. Certains États fédérés ne veulent plus payer pour Washington, et puis on retrouve la même logique avec la construction européenne. Je vous disais que les États sont vidés en Europe de leurs fonctions régaliennes, les régions ont des pouvoirs, l'Union européenne ont des pouvoirs, et donc entre les deux, l'État, vidé de sa substance, peut disparaître. Et bien, dans cette mise en place du bloc nord-américain qui se prépare, eh bien, l'État américain, comme l'État canadien, comme le Mexique, eh bien, n'ont plus vraiment leur raison d'être. Je discutais récemment avec un Canadien qui me disait qu'il y a des États fédérés canadiens, il me citait entre autres une province de l'Ouest canadien qui s'appelle le Saskatchewan, où il y a une volonté de sécession. Donc on voit une dislocation des États nord-américains, mais dislocation qui va se retrouver au sein d'un périmètre élargi, l'Union nord-américaine, qui en théorie devait voir le jour en 2010. Dans les textes officiels, puisque le document est sorti en 2005, ça devait voir le jour en 2010. Mais là aussi, il ne faut pas se focaliser sur les dates. L'avantage de ces documents officiels, c'est de montrer une direction, et puis ensuite de montrer qu'on veut tel objectif pour une période. 2010, en fait, c'est 2012, 2013, 2014, mais pas 2050. Donc on voit une évolution. Et puis, cette création d'un bloc nord-américain repose aussi sur donc, les faiblesses de l'État américain. Et là, actuellement, donc on est le 15 décembre, les États-Unis sont confrontés à ce qu'on appelle la falaise fiscale, où il faut que les États-Unis procèdent à des réductions drastiques des économies énormes de plus de 1000 milliards de dollars. Actuellement, la paralysie politique entre démocrates et républicains est telle qu'ils n'arrivent pas à s'entendre. S'ils n'arrivent pas à s'entendre, eh bien le 2 janvier 2013, vous avez plus de 1000 milliards d'économies qui seront faites d'une manière brutale, d'un coup, et qui vont ébranler encore plus l'économie américaine. Même si les républicains et les démocrates arrivent à s'entendre, ils sont obligés de procéder à des ponctions telles qu'on craint une récession et voire même un effondrement du système économique américain et du dollar. Je rappelle ce document qui est sorti en mars ou avril 2010 au FMI, qui appelait, et le document normalement n'a pas été enlevé, mais à l'époque mars-avril 2010, qui appelait à l'instauration d'une monnaie mondiale à la place du dollar. Donc on voit que le système tremble sur sa base. Bien. Pilier européen, pilier nord-américain, comme une construction mécano, on relie les deux pour créer un bloc euro-atlantique unifié. Et d'ailleurs, ce livre qui s'intitule « La décomposition des nations européennes », j'espère que j'en aurai assez pour vous, a ce titre de l'Union euro-atlantique à l'état mondial. Parce qu'en fait, il faut créer un bloc unifié, un G2, comme dit la Fondation Bertelsmann, de 800 millions de consommateurs. Regardez vos billets d'euros, de 10, de 20, de 50 euros. Vous avez le continent européen, et quand vous regardez bien, vous avez un pont qui va vers le grand large, vers l'Amérique du Nord. C'est ce pont qui préfigure la bascule qui va se faire, qui est en train de se faire, et là j'avoue que les choses s'accélèrent, car dans le cadre de la Commission européenne, vous avez un représentant, un commissaire européen qui s'appelle Karel de Gucht, qui, en liaison avec son homologue américain qui s'appelle Froman, espère mettre en place un bloc euro-atlantique unifié pour le milieu de l'année 2014, dans un an et demi. D'autres textes officiels pour le bloc euro-atlantique disent 2015. On ne va pas chipoter, milieu de l'année 2014, 2015, même si c'est 2018, on y est. Et c'est très intéressant de voir que ces choses-là s'accélèrent, puisqu'ils ont lancé ce qu'ils appellent l'ACET. L'ACET, c'est l'accord de croissance économique transatlantique, qui consiste à créer un marché unique euro-américain, enfin euro-nord-américain, libre de toute entrave pour les produits, pour les biens, pour les services. Tout est privatisé, aussi
lorsque je vois ces malheureux ouvriers de Florange qui crient parce qu'ils sont en train de se faire couler, qu'ils espéraient une nationalisation, mais s'ils savaient que la construction européenne déjà interdit les nationalisations, alors s'il y a l'article du TFUE, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'article 345, qui permet peut-être certaines choses, mais de manière très ponctuelle, et en fait, vu la situation de Florange, ils ne peuvent pas l'appliquer, vu que c'est déficitaire, et qu'ils ont de graves problèmes. Je pense au dirigeant syndicaliste Édouard Martin, qui qui rappelait la visite de François Hollande le 24 février 2012, où il disait: Monsieur le Président, rappelez-vous lorsque vous êtes venu avec toutes vos promesses, mais le pauvre homme, il n'a pas compris que d'abord un président de la République n'est qu'un employé du système, comme les Angela Merkel, comme les Cameron pour l'Angleterre, comme les Obama. C'est pas eux qui ont le pouvoir, premièrement. Et deuxièmement, il n'a pas compris qu'avec l'instauration du bloc euro-atlantique, tout doit être privatisé. Ce qui fait que, par exemple, détail pratique, une compagnie téléphonique de portable, une compagnie de téléphone de portable américain, pourra s'implanter en France si les conditions sont plus avantageuses pour cette compagnie américaine que Orange ou SFR. Ça va être vraiment un bloc arasé, unifié. Pourquoi? Parce qu'il faut créer ce bloc euro-atlantique de 800 millions de consommateurs pour faire contrepoids à la Chine. Parce que ce bloc euro-atlantique, c'est 40% du PIB mondial et c'est 680 milliards d'échanges de biens et de services. Donc c'est un bloc énorme pour faire contrepoids à la puissance chinoise. Mais c'est ça qui est intéressant, il faut toujours voir des points clés qui déterminent l'avenir. Et il y a un point clé qu'il faut toujours voir, c'est la démographie. Vous avez des expressions du style, dans la vie de tous les jours, dis-moi qui tu fréquentes, je dirai qui tu es. Eh bien, en politique internationale, c'est fréquente la démographie, étudie les chiffres de la démographie et je te dirai l'avenir du pays. Il y a une étude qui est sortie sur la Chine, sur la démographie chinoise. Alors, la Chine, plus d'1,3 milliard d'habitants, puissance montante colossale, mais avec des faiblesses immenses. Il y a 33 ans de ça, en 1979, ils ont lancé la politique de l'enfant unique. L'enfant unique, alors qu'il faut, pour un renouvellement de la génération, d'un point de vue statistique, 2,1, en fait 3. L'enfant unique, et ce qui s'est passé, c'est que les Chinois, avec l'enfant unique, ont supprimé aussi les nouveau-nés filles. Alors le résultat, il est catastrophique. Et la Chine me fait penser à un monstre qui est en train de s'élancer, qui va retomber façon soufflée, mais d'une manière plus que bruyante, car les séquelles démographiques sont telles que la Chine va dérailler. Une étude est sortie d'un institut américain qui s'appelle le CSIS en 2009 sur la démographie chinoise. Et quand on connaît ces chiffres-là, on connaît l'avenir du pays. Ces chiffres, je les ai notés. Le point PIB donc de plus de 1,3 milliard d'habitants, il est dit que de 2005 à 2050, la population de plus de 60 ans passera, je donne les chiffres arrondis, passera de 140 millions à 440 millions. En gros, triplé. Que la tranche des 20 à 24 ans, d'ici 2030, va diminuer de 60%. La tranche des 20-24, d'ici 2030, c'est-à-dire très bientôt, 60% en moins. Pour la période 2010-2020, pour un pays d'1,3 milliard d'habitants, 1 million de Chinois vont rentrer sur le marché du travail. C'est-à-dire, c'est ridicule. 74 millions, pour la même période 2010-2020, vont passer le cap des 60 ans et donc s'engager dans l'âge de la retraite. Donc vous voyez tous les décalages, une population de plus en plus âgée, à la base une pyramide des âges de plus en plus étroite et anormalement étroite parce qu'il y a l'enfant unique mâle, les filles sont supprimées à la naissance, voire même durant la grossesse, et on estime qu'il y a environ une quarantaine de millions de femmes et de jeunes femmes en moins. Donc vous avez une
quarantaine de millions de Chinois hommes qui se retrouvent, pardonnez-moi l'expression, comme des cons, en train de chercher la chinoise qui a été éliminée. Et j'ai toujours pensé que la chanson de Patrick Juvet, Où sont les femmes, avait un bel avenir dans ce pays. La Chine fait partie du milieu du monde mondialiste. Il y a un auteur que je vous encourage à lire, qui est mort à 35 ou 36 ans, en 1990-91, qui s'appelait Yann Moncomble. Et il a sorti à l'âge de 25 ans, il avait 25-26 ans, un livre qui s'appelle L'ascension irrésistible du mondialisme, une forme de ce style-là. Livre en 1980 qui racontait l'obligation du mondialisme d'intégrer la Chine au système commercial. 1980. Et au système commercial et au nouvel ordre mondial. Et vraiment extraordinaire qu'un jeune homme de 25 ans, en 1980, ait eu le flair de dire la Chine va rentrer dans le nouvel ordre mondial parce que les élites occidentales et les élites anglo-américaines le veulent. Et il a apporté des informations très intéressantes. En France, on ne connaît pas les think tanks, les centres de recherche inconnus. Le CFR, le Centre de recherche politique étrangère américaine, qui connaît cet institut créé en 1921, quasiment personne. Pourtant, c'est là où s'élabore la politique étrangère américaine. Qui connaît Chatham House, l'équivalent du CFR pour la Grande-Bretagne, qui connaît cela, personne. Et pourtant, ça a un poids énorme. Qui connaît le CPIFA, créé en 1950 ou 51, qui est le Chinese People's Institute of Foreign Affairs, qui est le CFR chinois. En chinois et en anglais, ils ont un site internet. C'est vraiment un site extrêmement intéressant, riche d'informations. Il a été créé par qui? Par un Canadien qui s'appelait Walter Lockhart Gordon, qui était membre du CFR canadien, qui ne s'appelle pas CFR, mais qui à l'époque, enfin maintenant il s'appelle le CIC, et à l'époque il s'appelait le CIA, qui était le Canadian International Institute of Foreign Affairs, et qui maintenant s'appelle le CIC, qui est le Conseil international canadien. Ce sont les élites anglo-américaines et canadiennes, avec à leur tête ce fameux Gordon, qui était canadien, qui ont créé ce CPIFA, c'est le CFR chinois, pour créer des liens entre les élites anglo-américaines et le monde chinois. La Chine représente un modèle pour le monde anglo-saxon de socialisme de marché, où on fait travailler dans des conditions très très dures les populations pour des résultats financiers, enfin des résultats et des salaires peu intéressants. Vous avez peut-être vu une émission qui est sortie, un reportage il y a quelques jours sur cette compagnie, je ne sais plus, je crois que c'est de portable, la condition du monde ouvrier chinois, c'est la barbarie, avec les suicides qui vont à... Bon. En fait, c'est ce modèle-là que les anglo-saxons admirent et encouragent. Et c'est très intéressant de savoir que le Kissinger, l'âme damnée de la politique américaine, il n'est pas le seul, hein. Il y en a beaucoup. Enfin, à ce niveau-là, on est tous, ils sont tous damnés. Encourage ce modèle qu'on veut imposer en Europe. Bon. Ce bloc euro-atlantique, je vous conseille, je crois que je le dis, pas toujours, mais très souvent dans les conférences, mais je vais le redire, vous avez un institut qui, je vous ai cité le CFR, vous avez cité le CPIFA, le CFR chinois, le CIC pour le Canada, Chatham House pour l'Angleterre. Il y a un institut qu'il faut connaître, qui devrait être évoqué, je ne vais pas dire à toutes les émissions de France et de Navarre, mais presque, qui s'appelle le TPN. TPN, c'est sigle en anglais pour le réseau politique transatlantique, qui a été créé en 1992, qui est un institut bicéphale euro-américain, qui est dirigé par un député anglais au Parlement européen, qui s'appelle James Ellis, et qui, d'une puissance colossale, puisqu'il est financé par, je crois, toutes les multinationales du monde, avec le soutien de tous les think tanks. Et il travaille main dans la main avec la Commission européenne pour l'élaboration de textes et de documents pour l'instauration de ce bloc euro-atlantique, qui lui-même devra faire le poids face à la Chine, face
à d'autres blocs qui se mettent en place, entre autres un bloc qui a vu le jour à la fin de l'année 2011 sous l'impulsion de Poutine, et je vais préciser, donner les mots utilisés par Poutine, la mise en place d'une union eurasiatique supranationale, comme l'est l'Union européenne, c'est-à-dire qui est contre les intérêts russes. Alors, compte tenu que je m'adresse à une population catholique, pas tous, mais pour beaucoup, même si ça passe sur une vidéo YouTube Dailymotion, je vais quand même dire une chose. Certains voient en Poutine un espoir, et c'est vrai que face à la situation actuelle, on a tendance à chercher des voies de sauvetage. Mais si on a une vision catholique, une vision, chrétienne de la politique, de la géopolitique, il faut savoir qu'il y a des marques indélébiles. Au même titre qu'une personne est marquée par ses origines sociales, ethniques, son éducation, un pays est marqué aussi par ses origines. La Russie a été marquée par un événement grandiose qui est la révolution de 1917, la révolution bolchevique. Comme la France a été marquée par un événement grandiose qui est la révolution de 1789. Ces révolutions sont d'abord et avant tout des révolutions d'essence satanique. Et tant qu'il n'y a pas eu le contrepoison pour effacer cette marque préternaturelle, il n'y a pas d'espoir. Quand la Sainte Vierge, que je vois la Sainte Vierge de Guadalupe, demande à Fatima, l'apparition de Fatima, la consécration de la Russie à son cœur immaculé, qu'est-ce qu'elle propose en fait? Le contrepoison. La marque satanique de la révolution bolchevique de 1917 ne peut être effacée définitivement que par une marque divine, un contrepoison, et c'est la consécration de la Russie à son cœur immaculé, chose qui n'a pas été faite. Donc tant qu'il n'y a pas eu ça, il n'y a pas d'assise saine pour la Russie. Donc Poutine, il ne faut pas compter. Il peut dire des choses justes, des remarques justes, mais le fond est véreux et n'est pas solide. Pareil pour la France. Tant que la France n'aura pas été nettoyée de son principe satanique de 89, comme le demande en particulier le Christ avec la consécration de la France au Sacré-Cœur, qui est le contrepoison, tant qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas de renouveau véritable. Ceux qui, par exemple, ont cru au lendemain de la guerre de 1945 à De Gaulle, eh bien, ils ont eu tort, parce que De Gaulle a rétabli les principes de 89. Le fond de l'histoire est toujours religieux. Alors si on est athée, ce que je dis n'a aucun sens. Mais si on est catholique, si on a une vision catholique des choses, eh bien la Russie, tant qu'elle n'a pas eu ce contrepoison qui est la consécration de la Russie à son cœur immaculé de Marie, eh bien la Russie, il n'y a rien à attendre de bon. Ça n'engage que moi. Alors, la situation actuelle, vous le savez, elle est explosive avec ce qui se passe dans les pays du Proche-Orient, la Syrie, la crise actuelle en Europe, même si notre glorieux président dit que la crise de l'euro est passée, en fait, j'espère qu'il ment, parce que si vraiment il croit ce qu'il dit, la situation est pire alors que je le croyais. Et ce qui se passe aux États-Unis, la crise financière, enfin bref, on a une avalanche. Alors, avant d'aborder la deuxième partie, il y a quand même une chose que je vais rappeler dans les événements du Proche-Orient. Les gouvernements de ces pays-là sont corrompus, un népotisme. Leurs salaires font qu'ils arrivent à avoir des milliards et des milliards d'euros, de dollars sur leur compte personnel, tout simplement. Les dirigeants de ces pays-là confondent la cassette de l'État, enfin les caisses de l'État, avec leurs biens personnels. Mais même si ces pays les dirigeants sont corrompus, il n'empêche qu'on aide à accélérer le processus de crise, et ce qui se passe actuellement en Irak, en Syrie, en Égypte, où ça bouillonne, n'est pas l'effet du hasard. Vous avez un haut fonctionnaire du ministère des Affaires
de la Défense ou des Affaires étrangères israélien qui, en 1982, il s'appelait Oded Yinon, annonçait, il y a 30 ans de ça, l'éclatement de tous les pays musulmans en fonction des critères ethniques et religieux. Et la crise économique, crise financière, crise d'endettement, etc., cette crise n'est là que pour activer ce phénomène de partialisation des États. Car il faut, dans le choc des civilisations qui est annoncé, qui est voulu, créer les tensions nécessaires qui justifient le passage à une étape supérieure, c'est-à-dire la confrontation entre l'Occident et le monde musulman. Je rappelle que l'expression « choc des civilisations » est une expression ancienne, qui date de 1957, sous la plume d'un juif anglais naturalisé américain qui s'appelle Bernard Lewis et qui est conseiller du président Obama. Et il a mis aussi d'une autre canaille qui s'appelle Brzezinski, que j'évoquerai tout à l'heure dans la deuxième partie pour comprendre les origines du mondialisme. Et on voit qu'il y a une volonté de créer des chocs pour passer à un monde supérieur. C'est ce qu'on appelle, enfin, je ne dis pas pour le moment le nom des personnes à l'origine de ça, mais c'est ce qu'on appelle les douleurs de l'enfantement. Avant une naissance, il y a les contractions et les douleurs, sauf si on est péridurale, évidemment. Et ce qu'on voit, c'est la volonté de passer d'un monde à un autre. Et pour cela, il faut créer le malheur et un choc. Et là, je vais maintenant rentrer un peu, même beaucoup si je puis, enfin je veux quand même le faire, sur les origines du mondialisme. Voyez-vous, je disais tout à l'heure que pour comprendre une personne, avant de voir son CV, ses diplômes, sa vie, son compte en banque, il faut étudier ses origines, sa famille, ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents. Il faut voir dans quel nid l'enfant est né, ce qu'il a reçu, l'origine sociale, formation religieuse ou pas, le niveau d'études. Il y a plein de critères qui forment ou déforment une personne. Et ce qui est vrai pour une personne l'est aussi pour un pays. Actuellement, on voit plein d'événements qui vont tous dans la même direction. Quelquefois, ça fait une pause, quelquefois, ça ralentit, mais toujours, ça va dans la même direction. Et cette crise qu'on voit, elle repose sur un courant philosophique et religieux qui est quasiment pas évoqué et que je considère comme le cœur du mondialisme, qui est le noachisme. Et là, je vais commencer à expliquer d'où ça vient, comment, pourquoi et les conséquences. Le noachisme, c'est en relation avec Noé, qui après le déluge, homme juste, est sauvé et qui va rebâtir, enfin relancer la vie sur Terre. Le noachisme est défendu par la synagogue. Il y a depuis 2000 ans un problème entre l'Église et la synagogue, qui est que pour l'Église catholique, le Christ est le Messie, mort et ressuscité. Pour la synagogue et ses représentants rabbiniques, c'est une hérésie. C'est un prophète qui a existé, mais ce n'est sûrement pas le Messie, car eux, ils l'attendent toujours. Et ces élites rabbiniques estiment qu'ils sont les seuls dépositaires de la véritable religion et que finalement ce catholicisme est une hérésie et une hérésie à abattre. Alors pendant des siècles, l'Église est montée en puissance avec des creux de vagues, et puis des creux de vagues qui ont avancé surtout à partir de la Renaissance, avec la Réforme aussi. Et les choses sont allées en s'accélérant jusqu'à Vatican II, où là vraiment on est dans la zone de la dépression. Et on y est encore. Le judaïsme est complexe. Il y a des variétés, il y a des rivalités internes, mais le fait de refuser le Christ comme Messie, et donc de s'opposer à l'Église, a créé dans ce milieu, dans ce monde juif, des ambitions
des espoirs. Et vous avez des messies dans le monde juif qui sont apparus. Et qui sont apparus parce que vous avez des grands représentants du monde rabbinique qui ont favorisé et étendu cet espoir messianique. Et vous avez par exemple un rabbin du XVIe siècle qui s'appelait Isaac Luria, 1534-1572, qui a élaboré une vision du monde qui a fortement imprégné le monde rabbinique, le judaïsme, qui est la théorie du chaos. Favoriser le mal en vue d'un bien. Et cette vision a touché le monde juif, et entre autres le monde juif d'Europe centrale, et vous avez, au XIXe siècle, vous avez eu un messie juif qui s'appelait Sabbatai Tzvi, 1626-1676, je crois, qui a joué un très grand rôle car il s'est opposé au monde juif talmudique, qui est Talmud, c'est la compilation des écrits rabbiniques. Il s'est opposé au monde talmudique et il s'est converti officiellement à l'islam, lui et ses disciples. Alors, il va falloir bien comprendre ceci. Cette conversion était fausse, dans ce sens que ces gens, style Sabbatai Tzvi, sont favorables à, à une lutte contre le dogme juif qui est le Talmud. Mais la lutte contre le Talmud ne veut pas dire rejeter tout le judaïsme. Et le fait de se convertir à l'islam, comme l'a fait Sabbatai Tzvi et ses disciples, ça a été une conversion à l'islam fausse, avec ce mélange, cette contradiction entre les apparences, apparemment musulmans, mais tout en restant fidèle à certains aspects du judaïsme, mais pas à tous. Et cette secte judéo-musulmane a perduré. Et elle a perduré entre autres dans l'Empire ottoman, dans les Balkans, mais dans l'Empire ottoman. Et cette secte s'appelait les Dönmei. Et le représentant le plus célèbre de ces Dönmei s'appelait Atatürk, Mustafa Kemal. Et on comprend beaucoup mieux la politique de Mustafa Kemal quand on voit comment il a réformé la Turquie, avec une Turquie qui a adopté des principes occidentaux. Car la mutation voulue par ces Dönmei, c'est une mutation qui consiste à aboutir à un monde nouveau qui doit annoncer la victoire d'un messianisme triomphant. Et ce phénomène, on le retrouve un siècle plus tard. Je vous ai cité Sabbatai Tzvi 1626-1676, un siècle plus tard, avec un autre messie polonais, juif polonais, qui s'appelait Jacob Frank, qui lui est né en 1726 et mort en 1791, et lui et ses disciples, 10 à 20 000 personnes, se sont faussement convertis au catholicisme. Une apparence catholique, rejeter une partie du judaïsme, le Talmud, tout en faisant du catholicisme un catholicisme frelaté, comme les Dönmei avec l'islam. Et pour Jacob Frank, ceux qui se sont donc faussement convertis au catholicisme, on les a appelés les franquistes. L'expression utilisée par ces gens-là pour activer le retour du Messie, c'est la rédemption par le péché. Faire le mal en vue d'un bien. Et quand je dis faire le mal, c'est tout, partout, tout ce que vous voulez, le plus tordu, le plus salace. C'est le mélange du bien et du mal, de la perversion et de l'inversion. Ce qui est absolument incroyable, c'est de voir que ces gens-là ont trompé énormément de monde.
Et Jacob Frank, qui a entraîné avec lui 10 à 20 000 personnes, a réussi à se convertir avec le soutien des autorités de l'Église de l'époque et du roi de Pologne de l'époque, qui s'appelait Auguste III. Fausse conversion qui a permis à ces gens d'être, pour la plupart, anoblis et à ne plus être considérés comme juifs, alors qu'en fait, ils étaient entre deux eaux, une façade catholique, mais en fait, respectant certains aspects du judaïsme. Et la perversion du système fait que ces franquistes, faussement convertis au catholicisme, eh bien, ont combattu, au nom du catholicisme, les juifs, respectant le Talmud. Vous voyez la situation très curieuse, très tordue, de gens officiellement catholiques commettant des actes antisémites, alors qu'en fait, c'était des gens faussement convertis au catholicisme, car ayant conservé certains aspects du judaïsme, une sorte de perversion subtile de l'esprit qui fait que une poule ne pourrait pas retrouver ses poussins. C'est allé très loin, parce que la conversion de ces gens-là leur a permis d'être, pour la plupart, anoblis. Et une chose qu'il faut comprendre, c'est que pour expliquer quelquefois des situations actuelles, il faut remonter longtemps en arrière. Et il y a un auteur qu'il faut lire qui s'appelle Charles Novak, qui a écrit dans un bouquin qui est sorti récemment sur Jacob Frank, et qui donne toute une liste de noms de juifs polonais, mais aussi un peu d'Allemands, un peu de Bohême et de Moravie, et un peu d'Autriche, mais c'est essentiellement polonais, de juifs polonais, qui se sont faussement convertis au catholicisme et qui ont ensuite occupé des postes clés pour diffuser leur poison. Et il a donné une liste de noms, il y a des noms qui ne me disaient rien. Il y en a certains qui m'ont dit aussi quelque chose. Et ici, par exemple, un nom d'une famille juive franquiste, donc faussement convertie au catholicisme, qui s'appelait les Brandeis. Les Brandeis, personne ne connaît en France. Moi, j'ai tout de suite sursauté parce que vous avez un descendant glorieux de la famille Brandeis, qui s'appelle Louis Brandeis, qui était le président de la Cour suprême des États-Unis en 1918-1919, et qui, en liaison avec les Knight et le président Wilson, a élaboré et soutenu la protection des minorités juives en Europe centrale. Et il y a un seul document qui en parle, c'est une thèse écrite par un juif d'ailleurs en 1929 qui s'appelle Nathan Feinberg, thèse d'origine que je possède et que j'ai scannée et qui est sur internet, que vous pouvez tous consulter. Vous tapez thèse Nathan Feinberg, F-E-I-N-B-E-R-G. Donc vous voyez comme l'action, le changement de position de ces gens-là a permis ensuite à ces populations qui ont ensuite émigré, pour certains en Amérique du Nord, d'occuper des postes clés. Il faut savoir qu'avec le temps, certains, avec l'usure de temps, se sont réellement convertis au catholicisme, d'autres sont restés entre deux eaux. Donc il y a tous les cas de figure, toutes les nuances. Et puis, voilà, toute la liste qu'il donne. Il y a une famille franquiste, anoblie, polonaise, qui a eu un descendant archi-célèbre, que beaucoup ici connaissent, cette famille noblesse franquiste qui s'appelait, au XVIIIe siècle, les Brzezinski, dont le descendant s'appelle, un de ses descendants, Zbigniew Brzezinski. Donc vous voyez, apprenez, en tout cas intéressez-vous à ça, Jacob Frank, parce que là on touche au cœur, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est comprendre la tournure d'esprit de ces gens-là. On est au XVIIIe siècle, c'est le siècle des Lumières, enfin des Lumières ténébreuses, car c'est un siècle anticatholique qui va vraiment toucher la société, et la monarchie française va écrouler à cause de ça. Mais pour vous montrer le mal profond, quand Jacob Frank s'est converti officiellement, il a eu un parrain, comme tous les autres. Mais vu que c'était le grand Manitou dans l'histoire, il a eu le parrain le plus élevé, le roi de Pologne, Auguste III. Donc déjà, on se rend compte qu'Auguste III n'avait pas le nez creux, parce qu'il y avait quand même des bruits qui couraient sur les partouzes de ces franquistes qui faisaient le mal en vue du bien.
des trucs d'orgie, enfin, bon, il y avait quand même des personnes qui disaient attendez, bon, la conversion, j'en rien contre, mais ils sont pas nets certains. Malgré tout, ils ont réussi. Et donc, Auguste III a été le parrain de Jacob Frank, qui s'est donc converti, je ne sais plus si c'est à Cracovie ou à Varsovie, peu importe. Le fait qu'Auguste III, roi de Pologne, n'ait pas vu clair, on est dans les années 1760, par là, on est en plein dans l'ère des Lumières, montre un esprit tordu, complètement, pardonnez-moi l'expression, javelisé. La cour du roi de Pologne était pourrie, car ces milieux franquistes, anoblis, ont occupé les postes de cette cour, ont donc diffusé leur poison. Donc vous voyez l'atmosphère délétère dans laquelle baignait cette cour de Pologne, avec Auguste III à sa tête. Ce Auguste III, il a eu des enfants. Les enfants ont baigné, là aussi, dans une atmosphère délétère, subtilement tordue, pas tordue à la Cohn-Bendit, tordue avec les apparences du bien, mais en même temps pas bien, le truc se mélange de catholique mais du juif, enfin bref, pas net. Et parmi les enfants, d'Auguste III, il avait une fille qui s'appelait Marie-Joseph de Saxe, qui s'est mariée, qui a eu 4 fils. L'aîné des 4 fils est mort à l'âge de 10 ans, et les 3 autres s'appelaient, en sachant que c'est la femme qui transmet l'âme du foyer, les idées, bonnes ou mauvaises, eh bien, les 3 enfants s'appelaient Louis XVI, Louis XVIII et Charles X. Auguste III, parrain de Jacob Frank, était le grand-père de Louis XVI, de Louis XVIII et de Charles X. Donc vous voyez, comme Louis XVI a eu, quand on voit le règne de Louis XVI, il y a un comportement très curieux qui ne convient pas à ce qu'un roi de France doit être, fils aîné de l'Église. Et en fait, Louis XVI a baigné dans une atmosphère vérolée, qui lui a fait commettre des actes, comme par exemple financer sur ses propres deniers la synagogue de Metz. Évidemment, pour un roi de France qui est chargé de défendre le catholicisme, c'est illogique, ça ne se fait pas. Donc on voit la perversion des esprits très subtile. Je rappelle cette chose absolument incroyable. L'aumônier du roi Louis XVI s'appelait l'abbé Vermandois. Je crois que c'est ça, Vermandois ou Vermandon. J'ai noté son nom, je crois que c'est Vermandon, peu importe, Vermandon. Eh bien cet abbé aumônier du roi Louis XVI était officier du Grand Orient de France. Pauvre Louis XVI. Cette information, vous pouvez la trouver dans un livre magistral d'un homme pour qui j'ai une grande admiration, qui est Monseigneur de Lassus, dans le livre La conjuration antichrétienne. Vous tapez sur internet Monseigneur de Lassus, conjuration antichrétienne, vous avez tout l'ouvrage. Et c'est lui qui donne cette information en mettant la source, l'ouvrage, où il y a toute une liste de francs-macs, dont l'aumônier du roi Louis XVI. Bon, on voit que le mal était profond. Donc on voit, ces gens-là ont occupé les postes clés et vérolé. Alors, Vermondant, c'est ça. Alors, pour bien comprendre cet esprit, je vais citer un autre exemple. Vous avez une famille allemande qui a été touchée par ce qu'on appelle l'occultisme, une famille royale, qui était la famille de Hesse. Et vous avez un de ces princes qui s'appelait Alexandre de Hesse. L'occultisme, c'est quelque chose qui, pas net du tout, qui frôle et qui frise avec le satanisme, mais il faut savoir que depuis la Renaissance, l'occultisme est monté en force. Lisez un ouvrage extraordinaire d'un religieux français qui était il est mort presque 100 ans, qui était fin XVIe siècle, début XVIIe siècle, qui s'appelait Jean Boucher, qui était un ligueur, qui, face à la montée du protestantisme, a dit que l'occultisme allait monter en force. Il avait parfaitement vu clair, l'occultisme est monté en force et a touché les familles régnantes, dont la famille de Hesse. Pourquoi je vous en parle? Parce que vous avez un de ses représentants qui s'appelait Alexandre de Hesse, qui va se marier avec une jeune femme qui s'appelait Julie Hauke, H-A-U-K-E, qui était dame d'honneur de la tsarine, je crois l'empereur, le tsar Paul Ier, je ne suis pas tout à fait sûr, mais bon, XVIIIe siècle.
et ils vont prendre un nom. Alors, cette dame demeure était franquiste, que était franquiste. Donc, on a le mariage d'Alexandre de Hesse, favorable à l'occultisme, avec le milieu franquiste, qui touche toutes les élites polonaises, allemandes, russes. Et cette famille très importante va prendre un nom. Ils vont s'appeler les Battenberg. Et ces Battenberg, grande famille princière, issue de l'occultisme et du mouvement franquiste, vont émigrer en Angleterre. Et en 1914, du fait de la guerre avec l'Allemagne, le Deuxième Reich, ils vont changer leur nom, comme ça a été le cas pour la famille britannique, royale britannique, qui à l'origine s'appelait les Saxe-Cobourg et qui en 1914 vont s'appeler les Windsor. Eh bien, les Battenberg, nom germanique, donc issus de ce milieu occultiste et franquiste, nous allons ensemble, va changer de nom en 1914 pour s'appeler les Mountbatten. Et un des descendants, c'est le mari de la reine d'Angleterre, mari de la reine Elisabeth II, qui est un descendant direct des Mountbatten, des Battenberg, issus de ce courant franquiste. Pour vous dire comme ça a subtilement vérolé les élites. Pour faire le mal, je vous demande une chose. Apprenez à faire le mal. De manière subtile, perverse, en réfléchissant, en mélangeant avec le bien, évidemment, je mets des guillemets. Mais je veux dire par là que le mal le plus efficace, c'est ça. Car ça vous vérole les esprits comme une roue voilée. La roue, elle est là, mais elle est voilée. Et ça pervertit des générations, ça pervertit des politiques temporelles et spirituelles, à tel point que certains ont dit que Jean-Paul II était issu d'une famille franquiste. Il n'y a aucune preuve. Avec ce que je sais, il n'y a aucune preuve. Puisque sa famille est originaire de Cracovie, qui était un très haut lieu du franquisme. En revanche, un des bras droits du pape Jean-Paul II, qui était évêque, qui s'appelait l'évêque Turovski, se réclamait du franquisme. Donc vous voyez comme cet événement du XVIIIe siècle a touché 2 siècles après, même plus de 2 siècles, la papauté avec un des conseillers et amis de Jean-Paul II, issu de ces mouvements délétères, faussement convertis, avec tous les degrés de nuance de bien et de mal. Donc il faut vraiment connaître ça parce qu'on comprend beaucoup mieux l'évolution du monde. N'oubliez jamais, ce sont les minorités qui font l'histoire, en bien comme en mal. La masse, elle fait que suivre. Alors, quand le meneur est bien, tant mieux. Quand le meneur est mauvais, l'humanité le paie. Alors, je vais continuer dans les dessous de l'histoire. Et je vous dis, plus ça pue, mieux c'est. Plus c'est vrai. Hélas. Quand on voit la perversion des élites, où on voit finalement une lutte permanente pour amoindrir le catholicisme, amoindrir l'autorité des chefs d'État, et dans le cas de la France finit l'Église du roi Louis XVI, décapité le 21 janvier 1793. On se dit, je veux bien les films entre guillemets du hasard, 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais quand il y a une permanence continuellement, là, il n'y a plus de hasard. Alors, certes, le monde, depuis la Renaissance, a été certes marqué par la Renaissance, la Réforme, par le paganisme. Il faut voir les révolutionnaires français, où le paganisme a touché les esprits. Mais ce ne sont que les branches du mal. Ce qu'il faut voir, c'est la racine. Et j'avoue que j'ai été converti, et je le dis guillemets, par un rabbin. Un rabbin qui s'appelait le rabbin Élie Ben-Amozeg, 1823-1900, qui a écrit plusieurs ouvrages, dont son dernier, Israël et l'humanité. Il est mort en 1900, il n'a pas eu le temps de voir son bouquin apparaître, la première version est sortie en 1914. Ce Élie Ben-Amozeg était rabbin en Italie, rabbin de Livourne, et un peu le saint Thomas d'Aquin de la pensée rabbinique. Son livre est un peu la somme théologique. Je vais vous expliquer ce qu'il raconte et je vais lire quelques extraits de son bouquin parce qu'il le dit d'une manière tellement extraordinaire.
Je vais vous expliquer d'abord l'aspect théorique de la chose. Ensuite, je verrai l'aspect pratique avec le deuxième auteur qui lui aussi m'a sidéré par son action. Je vous parlais du noachisme. Elie Ben Amozeg veut, pour les non-juifs, les gentils, favoriser la mise en place du noachisme. Le noachisme, c'est la religion de l'humanité, les juifs en moins. Je vais vraiment restituer la manière la plus fidèle possible sa pensée. Le noachisme, donc, d'après l'homme juste qui était Noé, c'est quoi? Ce sont 7 lois. Premièrement, avoir des magistrats. Et les 6 autres lois, c'est pour lutter contre. Je vais même d'abord vous citer exactement dans l'ordre ces 6 mesures. Les 6 sont les 6 mesures du noachisme qui sont mises en avant, c'est défendre, s'opposer à tout ce qui est sacrilège, polythéisme, inceste, homicide, le vol et l'usage d'un membre d'un animal vivant. Voilà les 7 lois du noachisme, qui doivent être la loi religieuse de l'humanité entière, les juifs en moins. Les juifs, eux, ils ont leur religion, le judaïsme, le mosaïsme, mosaïsme. Et le noachisme, c'est tout le reste. Qu'est-ce que le noachisme? C'est la religion universelle. Et je cite l'expression d'Elie Ben Amozeg, le noachisme, c'est le catholicisme d'Israël. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit, les juifs sont le véritable dépositaire de la vraie religion. L'Église catholique a usurpé avec ce Christ qui s'est prétendu prophète, Messie, mais c'est du toc, c'est du faux. Bon. Et il dit, il faut que l'humanité retrouve la vraie foi et la vraie religion. Et pour cela, il faut que l'humanité retrouve comme fondement les lois du noachisme. Là, il précise bien, toutes les religions de la terre sont bonnes à partir du moment où elles adoptent les lois du noachisme, le noachisme, et qu'elles s'appuient sur le monothéisme, un seul Dieu. Le noachisme est contre le polythéisme. Le judaïsme, c'est un seul Dieu. L'islam, un seul Dieu. L'islam ne gêne pas Elie Ben Amozeg et toute la tradition rabbinique parce que l'islam correspond au noachisme. L'islam, c'est une religion monothéiste. Le christianisme, pour les catholiques, le christianisme est un monothéisme. Mais pour les juifs, la synagogue, c'est faux. Pour le judaïsme, le catholicisme est un polythéisme à cause de la Sainte Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et dans son livre, Ben Amozeg dit que la religion catholique est un trithéisme. Donc une religion polythéiste qu'il faut abattre, qu'il faut réformer. C'est-à-dire que si la religion catholique éradique cette Sainte Trinité, qui est la caractéristique même du catholicisme, c'est bon. Il va de soi aussi la Sainte Vierge, l'Immaculée Conception, Mère de Dieu, ça aussi, ça doit dégager. Donc, si le catholicisme se réforme en supprimant certaines de ses caractéristiques, ce catholicisme deviendra le catholicisme d'Israël. C'est même carrément le titre d'un de ses chapitres, pour vous dire comme c'est bon. Alors, quand il dit ça, il dit bien que la religion juive, le mosaïsme, c'est uniquement pour les juifs, pour l'humanité, le noachisme. Alors, je vais lire quelques extraits de ce qu'il a écrit à la fin du XIXe siècle. Et vous allez voir l'importance de ces écrits. Or, de toutes les religions anciennes, le judaïsme est la seule qui déclare posséder un idéal religieux pour l'humanité tout entière. Et
par un privilège exceptionnel. Il a déjà donné naissance aux deux grandes religions qui se partagent actuellement le monde civilisé et qui croient avoir pour elles l'avenir. La transformation à opérer sera donc d'autant plus facile et plus naturelle qu'il s'agit en réalité de l'idéal que le christianisme et l'islamisme ont cherché à faire prévaloir. Seulement, leur œuvre n'est qu'une copie qui doit être mise en face de l'original. Donc, vous avez entendu, l'islam et le christianisme sont des copies face à l'original judaïsme. Partout où elle se trouvera infidèle, partout où elle aura péché, soit par excès, soit par défaut, partout enfin où il sera établi que les idées étrangères ont réussi à s'introduire, la rectification s'imposera d'elle-même. Il ne s'agit ni de démolition, ni de révolution religieuse, ni de reconstruction à nouveau. Il ne doit y avoir ni déchirement, ni solution de continuité. Le christianisme sera toujours ce qu'il prétend être, le messianisme. Seulement, dans toutes ses parties défectueuses, il se sera réformé. Et quand il dit ça, c'est Sainte Trinité et l'Immaculée Conception. Je continue, page 41, où il dit ceci. Telle est la conception juive du monde. Au ciel, un seul Dieu, monothéiste. Retenez bien cette expression, parce que lorsque je vais voir l'aspect pratique, en particulier dans Vatican II, vous allez voir qu'ils ont la suite dans les idées. Telle est la conception juive du monde, au ciel un seul Dieu, Père commun de tous les hommes, et sur la terre une famille de peuples, parmi lesquels Israël est le premier-né, chargé d'enseigner et d'administrer la vraie religion de l'humanité dont il est le prêtre. Je reprends cette phrase, parmi lesquels Israël est le premier-né, chargé d'enseigner et d'administrer la vraie religion de l'humanité dont il est le prêtre. Cette religion est la loi de Noé. C'est celle que le genre humain embrassera au jour du Messie et qu'Israël a la mission de conserver et de faire prévaloir à son heure. Mais comme peuple prêtre, comme nation consacrée à la vie purement religieuse, Israël a des devoirs spéciaux, des obligations particulières qui sont comme une sorte de loi monastique, de règles claustrales, une constitution ecclésiastique qui lui reste personnelle en raison de ses hautes fonctions. Donc, le judaïsme doit être l'intermédiaire entre le Dieu unique et le reste de l'humanité, les gentils, les non-juifs, cœur de l'humanité. D'ailleurs, c'est même l'expression qu'il utilise. C'est-à-dire que le judaïsme, le peuple juif est le cœur de l'humanité, l'intermédiaire entre donc, l'humanité, régie par le noachisme, les 7 lois, et le peuple prêtre, le peuple juif. Bon. Très intéressant. Qu'est-ce qu'il dit en particulier, Ben Amozek? Je rappelle que c'est une compilation de la tradition rabbinique. Donc c'est pas, certes c'est Ben Amozek qui l'écrit, mais il ne fait que reprendre, entre autres, je vous citais tout à l'heure Isaac Luria, le rabbin Isaac Luria, il reprend les travaux d'Isaac Luria. Donc c'est une compilation, c'est une somme théologique. Il dit ceci, refus d'un médiateur entre Dieu et l'homme. Le judaïsme, très bien, un rabbin n'est pas un médiateur, entre guillemets, c'est un prof. L'islam, pas de problème, il n'y a pas de clergé. Le protestant, le pasteur, c'est un fonctionnaire. Révolution française. Rappelez-vous, quand vous avez cette idée en tête, pas de médiateur, le roi de France, lieutenant du Christ. Ah, ça c'est un médiateur. Évidemment, quand on lui coupe la tête et qu'on supprime la monarchie de droit divin, il n'y a plus de médiateur. Ah, ça va dans la bonne direction. Et la loi civile du clergé, avec les prêtres jureurs, qui étaient des simples fonctionnaires, qui étaient des protestants déguisés finalement. Plus de médiateurs. Donc on voit qu'il faut effacer, parce qu'il y a une seule religion qui les embête, c'est le catholicisme, car le prêtre est le transparent de Dieu. C'est le médiateur qui peut remettre les péchés. C'est quand même pas donné à tout le monde. Ça, c'est à abattre. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que ça va encore plus loin. Donc l'importance. Alors, je reprends le livre d'Élie, page 99. Il dit ceci. Celui en effet qui croirait que Dieu, béni soit-il, existe, que sa loi est véritable et qui se bornerait à introduire entre Dieu et lui un médiateur, transgresserait par là
sans aucun doute, le commandement « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Mais ce précepte ainsi violé, la loi n'en subsiste pas moins tout entière, en sorte qu'il n'y a pas lieu de le compter au nombre des articles fondamentaux de la foi. Il admet quelques modifications, mais vous allez voir lesquelles. Le rabbin Isserles répond et dit ceci: « À mon humble avis, toute la loi est en péril par le fait d'introduire un médiateur entre Dieu et nous. Il y a là un prétexte à nier Dieu en disant que le médiateur seul nous suffit, comme cela s'est vu d'ailleurs à l'origine du polythéisme. Pour le judaïsme, pour la synagogue, le polythéisme introduit le relativisme dans la religion. Donc c'est à supprimer Dieu unique, pas de médiateur. Donc, pas de médiateur, l'islam c'est bon, judaïsme c'est bon, protestantisme c'est bon, catholique, il y a un médiateur, il va falloir s'en occuper. On va voir ça avec Vatican II tout à l'heure. Il continue. Considérant que le judaïsme et que le peuple juif, la synagogue, c'est le cœur de l'humanité, il faut éradiquer l'aspect qui freine finalement à la mise en place du noachisme, qui est le catholicisme, car le prêtre et le sacerdoce qui va avec, qui fait que lorsque le séminariste est ordonné prêtre, il est un homme par certains aspects, mais dans d'autres domaines, il ne l'est plus. Il a des caractéristiques qui en font le transparent du Christ, selon cette expression connue de certains. Et vous avez une formule de Benamozeg qui est très intéressante, où il dit ceci. Écoutez bien, parce que l'événement, il s'est produit il y a quelques semaines. De là aussi cette belle théorie de la Kabbale, c'est la tradition ésotérique du judaïsme, de là aussi cette belle théorie de la Kabbale qui fait de l'union et de la concorde des esprits ici-bas le moyen de réaliser la descente et l'établissement de la divinité sur la terre. De là aussi cette belle théorie de la Kabbale, je reprends, qui fait de l'union et de la concorde des esprits ici-bas le moyen de réaliser la descente et l'établissement de la divinité sur la terre. C'est-à-dire que si on arrive à une unité de pensée partout dans le monde, le Dieu des Juifs pourra revenir, le roi d'Israël. Mais il faut d'abord une unité de pensée, le noachisme pour les non-juifs, le mosaïsme pour les juifs. Or, il s'est produit un événement énorme, il y a quelques semaines de ça, le dimanche 23 septembre 2012, vous avez tous les dirigeants officiels, j'entends, de toutes les communautés juives du monde qui ont demandé à leurs disciples de réciter une prière très courte en faveur du retour de Messie. Et chose qui s'est faite en France, je crois que c'était à 17h, avec décalage horaire. Et donc, si les communautés juives partout dans le monde ont demandé la récitation de cette prière pour le retour du Messie, c'est qu'ils estiment que l'organisation matérielle sur Terre est suffisamment avancée, ou en tout cas conforme aux intérêts de la synagogue, pour être parachevée par le dernier élément, le roi des Juifs, le Messie. Alors si on est juif, c'est le Messie. Si on n'est pas juif, si on est catholique et qu'on estime que le Christ est le Messie, c'est pas le Messie qu'ils appelaient, mais Satan. J'avoue que j'ai tendance à mettre ça un peu dans... Voilà. Donc vous voyez, donc retenez bien ceci. Monothéisme, pas d'intermédiaire. Ah, il y a une petite nuance, ils disent pas d'intermédiaire. À la rigueur, on peut admettre des intermédiaires, mais à partir du moment où les représentants religieux admettent le monothéisme. Si on est intermédiaire, médiateur, mais polythéiste, sous-entendu catholique, là c'est pas bon. Si on est médiateur, mais on admet le monothéisme, c'est-à-dire que en fait le catholicisme éradiqué par la Sainte Trinité, là c'est bon. Donc vous voyez, uniformisation des esprits. Et à partir du moment où l'organisation matérielle terrestre est conforme, matérielle et spirituelle
et conforme à leurs intérêts, là, on peut appeler le Messie pour qu'il vienne, chose qu'ils ont faite le 23 septembre. Vous pouvez tous taper sur Google le 23 septembre 2012, Juif Messie, et vous aurez l'embarras du choix, des prières, des vidéos, enfin bref, c'est archi-officiel, je ne sais pas si vous étiez au courant, pour quelques-uns, voilà. Mais c'est quand même révélateur. Alors, le noachisme est, selon l'expression même d'Elie Ben Hamozeg, la loi catholique ou religion universelle. Page 384, si vous voulez un jour vérifier. Donc, il y a une opposition donc, complète entre le judaïsme et le catholicisme qui va aussi dans le domaine du péché originel. Le Christ est venu sur terre, est mort sur la croix et ressuscité pour laver du péché originel. Mais pour les Juifs, le péché originel n'a pas le même sens que nous. Reprenons ce que dit Ben Hamozeg, page 180. Qu'est-ce que le péché d'Adam pour l'hébraïsme? Ce qu'on peut affirmer, c'est que, quelque idée qu'on s'en forme, il n'a pas eu, au point de vue juif, des conséquences si funestes que la nature de l'homme ait été irréparablement corrompue par lui et que l'existence et les destinées humaines se soient trouvées par son influence empoisonnées à jamais. Le mosaïsme, dit Hartmann c'est un écrivain, un philosophe, le mosaïsme exprime de la façon la plus nette la foi dans la possibilité de réaliser ici-bas la félicité de l'individu, soit dans les espérances qu'il enseigne, soit dans l'optimisme de ses conceptions générales sur le monde qui n'ont rien de transcendant. Raisonner ainsi, c'est n'envisager qu'un côté du problème. Moïse n'a pas seulement foi au progrès, ce progrès qu'on entend dans toutes les hérésies, qu'elles soient communistes ou libérales. Moïse n'a pas seulement foi en progrès, il a foi encore en la nature humaine qui en est la principale ouvrière et qui, si elle était irrémédiablement viciée, ne pourrait rien opérer de bien. Le péché originel, nous le répétons, n'est donc nullement pour l'hébraïsme ce qu'il est devenu plus tard dans le christianisme, et la corruption morale que lui attribue la croyance chrétienne est étrangère à la pensée juive. Donc vous pensez bien que le catholicisme est condamné par cette tradition rabbinique. Il n'y a pas de conciliation possible. C'est polythéiste pour eux, la Sainte Vierge, n'en parlons pas, médiateur, oh, quelle horreur, le Christ et le Messie, mais non, nous on l'attend, et le péché originel, enfin bref, vous voyez, donc ce sont deux mondes, donc c'est soit l'un, soit l'autre. J'ai ta peau, tu as la mienne. Depuis 2000 ans, c'est ça. Et là, actuellement, il y a un côté qui penche plus que l'autre. Alors, il faut bien comprendre que l'opposition, et là il parlait du progrès, l'opposition entre le catholicisme et le judaïsme, c'est que le catholicisme, il a d'abord une espérance pour le ciel, alors que le judaïsme, lui, il a une espérance terrestre. Et d'ailleurs, il le dit très bien, Ben Hamozeg, il dit bien que la finalité est terrestre pour rétablir, je cite, le jardin d'Éden. Alors que le jardin d'Éden, c'était au début, avec ensuite le péché d'Adam et la chute. Eux, c'est tout l'inverse. Vous savez, chez eux, c'est l'inversion. Et je vais lire un passage qui est intéressant, très court. La conception juive du progrès, chapitre 3. Ce qui caractérise le judaïsme, c'est qu'au rebours des autres religions, il place la perfection, non pas au commencement, mais à la fin. Telle est en effet la signification de l'ère messianique qui l'attend, car le jardin d'Éden, pour le judaïsme, c'est le Messie qui doit arriver, qui est le couronnement. Donc la signification de l'ère messianique qui l'attend est que nous définissons ainsi la foi en la perfection future, religieuse, morale, sociale et matérielle du genre humain, qui doit avoir son accomplissement dans les temps derniers. C'est intéressant de voir cette idée de progrès et de perfection qu'on voit dans le communisme, l'horizon radieux, mais il faut dire aussi que les fondateurs du communisme sont juifs, et qu'on voit aussi dans la démocratie libérale américaine, réussir le bonheur sur terre. C'est le même esprit, la réussite sur terre, du bonheur terrestre. Qu'on puisse réussir la vie terrestre, évidemment, c'est une chose qu'on peut, apprécier, mais ce n'est pas une finalité. Comme disait le Christ, à quoi sert conquérir
univers, si c'est pour lui, il perd son âme. Ben là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux mondes absolument antinomiques. L'un qui considère le judaïsme que la finalité terrestre, rétablie au jardin d'Éden, le progrès en tout genre, alors que le catholicisme, lui, a une vision beaucoup plus mystique de l'au-delà. Selon toujours Ben Amozeg et la tradition rabbinique qui va avec, le monothéisme, selon les critères du judaïsme, ne peut devenir universel qu'en favorisant l'unité dans la diversité et la diversité dans l'unité. C'est le programme qu'on voyait dans le projet de Constitution européenne en 2005 avec Giscard. Et une chose très intéressante, volonté de pratiquer, de mettre en place dans le cadre du judaïsme une politique universelle avec une reconnaissance des variétés ethniques de la population. Pourquoi? Pour deux raisons. Quand on veut imposer un modèle, plus on subdivise la résistance, plus on arrive à imposer son modèle. Au même titre que pour bien digérer, il faut bien mâcher. Vous allez voir, je vous citais tout à l'heure la thèse de Nathan Feinberg, qui raconte le rôle des hybrides et entre les présidents de la Cour suprême des États-Unis en faveur de la protection des minorités juives et par extension à toutes les minorités d'Europe centrale. C'était voulu pour déjà découper en petites parties les États. Et je peux lire ce passage très intéressant. Cette place particulière accordée à Israël n'est donc pas, comme on l'a vu trop souvent reproché aux Juifs, un égoïste privilège. C'est le complément religieux nécessaire à la constitution de la grande famille humaine. Dans le monde des nations qui constituent une grande famille, Israël apparaît comme le cœur de l'humanité avec une fonction toute particulière et la glorieuse mission de travailler à l'unité future de tout le genre humain. C'est la gouvernance mondiale, avec les lois du noachim et le mosaïsme pour le peuple prêtre intermédiaire entre les gentils et le Dieu unique monothéiste. Alors, je vais aussi citer ce que raconte donc le rabbin Ben Amozeg et compilation en fait de la tradition rabbinique. Et je vais vous citer ensuite les côtés pratiques. Je vous ai cité le noachisme, les 7 lois du noachisme. Depuis des années, on vous parle continuellement des droits de l'homme. Qu'est-ce que les droits de l'homme? Les droits de l'homme, c'est du noachisme appliqué. C'est en fait ce que le noachisme présente, c'est, j'allais dire, une formule générique. Les droits de l'homme, c'est du noachisme appliqué, développé, affiné, subdivisé pour régenter l'humanité entière, les gentils, avec des magistrats, c'est-à-dire l'autorité politique, pour permettre la bonne application de ces lois noachides. C'est ça. Je vous ai cité la thèse de Nathan Feinberg en faveur de la protection des minorités dans le traité de Versailles. L'homme qui a mené la bataille en liaison avec les hybrides, avec le président Wilson et le président de la Cour suprême des États-Unis, Louis Brandeis, en 1918-1919, s'appelait Léon Motzkin. Ce Léon Motzkin a œuvré et réussi avec ses amis au traité de Versailles pour mettre en place dans le cadre de la SDN, la Société des Nations, cette protection des minorités juives, puis ensuite protection étendue à toutes les autres minorités d'Europe centrale. Ce Léon Motzkin a continué à travailler dans le cadre de la SDN jusqu'à sa mort en 1933 pour donc toute la protection des minorités, car il faut favoriser, finalement, la finalité du truc, c'est de favoriser à concasser les États pour les subdiviser et permettre une meilleure assimilation à l'esprit des droits de l'homme. L'obsession de la synagogue à vouloir toujours protéger les minorités et les droits de l'homme en tout genre en fonction des lois du noachisme. Ce Léon Motzkin meurt en 1933 et il est remplacé dans ses fonctions par un autre juif qui s'appelait Nahum Goldman, qui, 3 ans plus tard, en 1936, devient le premier président du Congrès juif mondial.
Ce congrès juif mondial voit le jour en 1936 avec Naum Goldman, qui va donc continuer l'œuvre de Lomotskine, protection de minorité, mais aussi des droits de l'homme, toujours ce noachisme appliqué, étendu, affiné. Et il va être secondé, ce Naum Goldman, président du congrès juif mondial, par un juif allemand qui s'appelait Gerhard Rickner, né en 1911, mort en 2001, avocat de son État, et qui va être pendant à peu près une soixantaine d'années le secrétaire général du Congrès juif mondial. Autant vous dire, il connaît la boutique. Ce Gerhard Rickner a écrit ses mémoires « Ne jamais désespérer » aux éditions Cerf. J'ai lu ses mémoires. Passionnant, car là, on a l'application pratique des volontés rabbiniques dans l'organisation du monde. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, vous avez le lancement de ce qu'on appelait la Charte de San Francisco et des Nations Unies avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. Novembre 1944, réunion du Congrès juif mondial aux États-Unis dans un petit patelin qui s'appelait Atlantic City. Mettre en place toutes les mesures en faveur des droits de l'homme, la protection des minorités. Et sur ce point-là, ils vont vraiment réussir. Car ils vont réussir à mettre en place tout un corps de doctrine et je vous lirai certains passages, puisqu'en particulier, la mise en place de ces mesures va permettre de façonner les esprits de la planète entière. C'est très important de voir comment ces projets de structuration des esprits a été décidé dans ces milieux-là, et Gerhard Rickner le dit avec une franchise, je vous dis, là, c'est pas Henri Coston, hein, c'est Gerhard Rickner. Bien. Alors, c'est très intéressant de voir, en particulier, et je vais vous lire le passage qui convient, si je le retrouve, ce que dit Gerhard Rickner, page 264, suffit de lire. Conformément aux décisions adoptées à Atlantic City, donc c'est en novembre 1944, les représentants juifs œuvrent à San Francisco, dans le cadre des Nations Unies, un système de protection des droits de l'homme aussi complet et efficace que possible. Ainsi, les organisations juives interviennent-elles pour la modification du premier projet de la Charte de concert avec les autres organisations, notamment américaines. Je puis affirmer que les délégués juifs ont joué un rôle capital dans la formulation de certaines dispositions du projet de la Charte. Les résultats de leur intervention se retrouvent dans le texte de la Charte de San Francisco, ne se limitant pas au préambule et à l'article 1 qui mentionne les droits de l'homme comme l'un des objectifs de la future organisation des Nations Unies. Ils ont introduit le principe du respect des droits de l'homme dans 4 ou 5 autres articles. De plus, ils ont réussi à imposer que la seule commission permanente prévue par la Charte soit celle des droits de l'homme. Les articles en question sont les articles 7, 11, 14, 26, 29 et 30. Je ne vais pas tous vous les expliquer, il y en a qu'un que je vais vous citer, c'est l'article 26. L'article 26 qui traite de l'éducation. L'éducation, tout le monde est pour l'éducation. Mais qu'est-ce qu'on met dedans? Et là, j'avoue que j'ai souri, mais Gerhard Rickner le dit avec une franchise. 2 ou 3 exemples attestent nos réussites. L'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dit « Toute personne a droit à l'éducation ». On spécifie alors l'éducation primaire, secondaire, supérieure. Mais personne ne s'était demandé dans quel esprit l'éducation doit être dispensée. Ah, Monsieur Lefebvre? Ah non, non, non. Nous nous sommes alors efforcés d'introduire dans ce texte un paragraphe sur l'esprit dans lequel l'éducation doit être dispensée. Je lis l'article. L'éducation doit viser, c'est le texte officiel, l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié
entre toutes les nations et tous les groupes raciaux et religieux, ainsi que le développement de l'activité des Nations Unies pour le maintien de la paix. Voilà, ça c'est du noachisme à plein nez. Et Gerd Richner ajoute, sans nous, ce paragraphe n'existerait pas. Bien. Donc, il faut formater les esprits d'une certaine manière. Alors, l'action de Gerd Richner est allée plus loin. Parce que la fameuse Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a vu le jour au Palais de Chagnon en novembre-décembre 1948, a été, dans son ensemble, élaborée par les dirigeants du Congrès juif mondial, donc de tradition rabbinique qui va avec du noachisme. Et d'ailleurs, il écrit texto, ils ont été deux en particulier, lui, Gerd Richner, et un autre qui s'appelait Bienenfeld, et il dit ceci, que je cite, voilà. Lorsque le texte de la Déclaration universelle fut adopté par la Commission des droits de l'homme, il fut transmis à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies pour son adoption finale. Cette délibération eut lieu lors de l'Assemblée générale à Paris en 1948. Bienenfeld, qui était un représentant du Congrès juif mondial, et moi, assistions aussi à cette session. Alors je passe certains passages, comme beaucoup de ceux-ci n'étaient pas très familiarisés, les gens de la Déclaration universelle des droits de l'homme à Paris, comme beaucoup de ceux-ci n'étaient pas très familiarisés avec les problèmes que posaient les différents articles de la Déclaration, nous avons décidé de rédiger un commentaire séparé pour chacun des 10 articles qui nous tenaient particulièrement à cœur. Nous adressâmes ces commentaires par lettre personnelle à tous les membres de la 3e commission qui étaient chargés d'élaborer le texte final. Nous sûmes que ces commentaires avaient été beaucoup appréciés par les destinataires et avaient influencé un certain nombre de votes. Voilà, la Déclaration universelle des droits de l'homme vient de ces gens-là. Dites-vous, ce n'est pas l'effet de hasard. En fait, c'est du noachisme appliqué. Du noachisme appliqué et développé. L'action de Gerd Richner va encore plus loin, car il faut une organisation planétaire pour régenter l'humanité, les gentils. Mais je vous ai cité le cas du catholicisme, qui est la religion qui agace, et c'est un euphémisme, ces gens-là. Et l'action de Gerd Richner a été déterminante dans le cas de Vatican II en liaison avec le cardinal Béat, Augustin Béat. Et il écrit d'une manière nette et précise l'action en particulier pour favoriser deux choses, la liberté religieuse et un document qui ouvre la porte du judaïsme, qui est le document Nostra Aetate de notre temps. Et dans cette histoire, le Congrès juif mondial va jouer un rôle déterminant. Alors, je vais vous citer les quelques passages absolument importants à connaître. Il faut d'abord savoir qu'avant Vatican II, les prémices ont eu lieu en août 1947 en Suisse avec ce qu'on appelait la conférence de Zelisberg, qui réunissait des pasteurs, des prêtres et des juifs qui voulaient mettre le judaïsme à l'honneur et surtout réformer le catholicisme pour le rendre plus ouvert au judaïsme. Et parmi les intervenants, il y en a un qui a pesé très lourd et que vous connaissez tous, car il a donné son nom à un livre d'histoire. Il s'appelait Jules Isaac, le fameux livre, le Malais Isaac. Et ce Jules Isaac avait perdu sa femme et sa fille dans les camps de concentration nazis, et il a estimé que, lui et ses amis, que le catholicisme anti-judaïque, pas antisémite, anti-judaïque, était à l'origine des crises et du génocide juif de la Seconde Guerre mondiale. Évidemment, ce qu'il pensait est archi-faux, puisque le catholicisme a été aussi victime du nazisme. Je rappelle que le nazisme a été condamné par le pape Pie XI, mit brennen das Auge, d'un souci ardent. Donc, le nazisme est un paganisme, est une perversion. Mais lui, il a estimé que c'était le catholicisme qui avait favorisé, avec le temps, cette politique. Bon. Le Jules Isaac, il a été reçu par Jean XXIII. Il a même remis un mémorandum à Jean XXIII, qui avait donc lancé Vatican II. Et c'est surtout Paul VI qui, lui,
a permis la mise en place de cette chose-là. Alors, il faut savoir, il faut que je retrouve le passage, que, en fait, il y a un document que je veux à tout prix vous citer, et je vais voir si je l'ai noté. Voilà. Je vais vous le citer parce qu'il est véritablement... Vous avez un représentant du Congrès juif mondial qui s'appelait Maurice Perlzweig, qui a remis en février 1962 un document à la Curie romaine, et plus exactement au cardinal Béat, pour mettre en place le document qui allait lancer Nostra Aetate. Et en fait, ce document spécifie clairement qu'il faut mettre en valeur le Dieu unique de tous les hommes, comme socle de référence. On reconnaît là parfaitement l'idée du noachisme qui combat le polythéisme, et sous-entendu le polythéisme catholique, la Sainte Trinité. Et je vais vous citer ce passage qui est révélateur. Si je le trouve, voilà. Alors, il y a une chose qui est très intéressante dans ce que raconte Gerd Rickner, que j'aurais pu évoquer, je me dépêche de vous le dire. Gerd Rickner stipule clairement, là je fais un petit retour en arrière, que la révolution bolchevique a eu des ambassadeurs dans les premières années de l'Union soviétique qui étaient tous juifs, sauf un, il donne son nom, Potemkin. Mais en dehors de celui-là, tous les ambassadeurs de la jeune Union soviétique étaient juifs. Alors, je reviens à Vatican II, où il dit ceci, il parle de Maurice Perlzweig, entouré d'amis comme Joseph Lichten, qui était de l'Anti-Defamation League, du Naibrit, et le Perlzweig en question était le directeur du département des affaires internationales du Congrès juif mondial à New York. Et cet homme, entouré donc de ses amis, a rédigé un document qui a été l'élément qui a permis l'élaboration et le lancement de Nostra Aetate. Et il dit ceci dans ce document de février 1962, nous adhérons sans réserve à la doctrine inhérente à la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies que le Congrès juif mondial a élaboré, selon laquelle la pleine jouissance des droits de l'homme est la prérogative de tous les êtres humains sans discrimination de race, de croyance, de sexe ou de langue. La lutte contre l'antisémitisme fait pour nous partie de la lutte pour l'émancipation de l'humanité entière. Et donc, on voit que ce document, élaboré dans le cadre de Vatican II pour le cardinal Béat, a été le document qui a permis la reconnaissance de la synagogue et de ses préceptes par Vatican II. Et je vais terminer l'action du Congrès juif mondial et de ses représentants auprès de Vatican II et de ses dirigeants par ce passage extraordinaire, page 388. Écoutez ceci. Il n'y a pas de doute que la grande personnalité qui a élaboré et imposé ce texte, Nostra Aetate, et qui s'est battu pour cette nouvelle théologie des Juifs, sur les Juifs et le judaïsme, était le cardinal Augustin Béat. Il a été soutenu dans son action par le pape Jean XXIII et par son successeur, le pape Paul VI, qui a su mener la barque à bon port. Il est tout à fait remarquable que les deux textes les plus novateurs du Concile Vatican II, celui sur les Juifs et celui sur la liberté religieuse, étaient tous les deux l'œuvre du cardinal Béat. Ce fut l'une de ses grandes contributions au Concile. Béat était soutenu dans cette tâche par plusieurs grandes figures du Concile. Il a ici toute une série de noms, je vous les passe, et il ajoute ceci. Rickner dit ceci. De plus, le cardinal Béat a souligné avec raison que de tous les textes adoptés par le deuxième Concile du Vatican, celui sur les Juifs est le seul qui ne contient aucune référence aux enseignements traditionnels de l'Église, qu'ils soient patristiques, conciliaires ou pontificaux. Cela démontre, à l'évidence, le caractère révolutionnaire de cet acte. Donc vous voyez que là, la synagogue a réussi à imposer son point de vue
à l'Église. Et je vais vous citer le cas pour le judaïsme d'éradiquer le catholicisme qui est la religion qui les antiquitent, pour ne pas dire autre chose. Il va de soi que le sacerdoce catholique est une chose à abattre. Alors, je ne suis pas théologien, j'ai quelques notions, mais quelques notions ne remplacent pas des années d'études. Je sais que la nouvelle réforme, qui date de juin 1968, Pontificalis Romani, qui change les formules pour ordonner un prêtre, certains disent que c'est toujours bon, d'autres disent que c'est faux. N'étant pas théologien, je ne vais pas m'avancer sur ce point-là. Mais à partir du moment où il y a un doute, certains disent que le doute invalide. Mais une chose est sûre, si on suit les préceptes de Rabbin Ben Amozeg et de la tradition rabbinique qui va avec, il va de soi qu'il faut impérativement modifier l'ordination des prêtres, faire des laïcs déguisés au curé, qui distribuent du pain et qui ne confessent pas. Car tant que le prêtre existe, il empêche le retour du Messie, du roi des Juifs. Et donc, je vous disais, je vous citais tout à l'heure le cas de Ben Amozeg disant bien qu'il fallait une uniformisation générale de l'humanité qui soit conforme à l'idéal juif. À partir du moment où il y a encore des restes de l'hérésie, entre guillemets, catholique, on ne peut pas réaliser cet idéal du jardin d'Éden. Donc il faut impérativement effacer ce sacerdoce catholique. Et si on est logique avec le rabbin Ben Amozeg, on peut estimer effectivement que depuis juin 68, tous les prêtres qui sont ordonnés, tous les évêques qui sont sacrés, sont de simples laïcs de l'humanité, des catholiques d'Israël, qui, n'ayant que les apparences, n'empêcheront pas la venue du Messie, couronnant l'œuvre de la synagogue. C'est ce qu'on peut dire, surtout que s'ils se sont permis la prière du 23 septembre 2012 pour appeler le Messie, c'est qu'ils estiment que le projet est tellement bien avancé qu'ils peuvent se permettre, il n'y a plus de résistance. Alors, je dirais en particulier qu'il serait bon que les défenseurs du catholicisme, Fraternité Saint-Pédis, les prêtres, les évêques, parlent à leurs fidèles des méfaits, dénoncent les méfaits du Noachim, expliquent les origines et les conséquences, et que d'une certaine manière, ce serait un excellent test pour faire le tri parmi ces religieux. Ceux qui ne font pas la chose parce que ça ne les intéresse pas, parce que c'est pas parce qu'on est religieux qu'on est intelligent, il y en a qui ne sentent pas et qui ne comprennent pas, eux seront les idiots du système. Puis il y a ceux qui comprennent, mais qui ne veulent pas en parler, eux, c'est livré. Et c'est une manière irréfutable de faire distinction entre ceux qui sont vraiment les défenseurs de la cause catholique et ceux qui ne le sont pas, même s'ils prétendent le faire. Et croyez-moi, c'est bien mieux de dénoncer les méfaits du noachisme que de parler des chambres à gaz. Parce que là, le noachisme, c'est le cœur nucléaire de la chose. Tout ce qu'on voit actuellement, quand je vous parle du bloc européen, du bloc nord-américain, du bloc euro-atlantique, de ce qui se passe au Proche-Orient, de ce qui se passe avec la crise financière, ce ne sont que des outils pour basculer vers le monde nouveau voulu par ces élites de la synagogue en faveur du jardin d'Éden. Et donc, il faut, pour les représentants catholiques, dénoncer avec force les auteurs et combattre. Et ceux qui ne le font pas, soit ils sont idiots, soit ils sont pas nets. Et c'est le meilleur moyen de savoir qui est avec qui. En tant que catholiques, ils n'auront pas le dernier mot. On a la certitude que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église, car l'aspect géopolitique qu'on évoque toujours par des faits matériels a un fond religieux, et j'estime qu'on est arrivé à un point où il y a un compte à rebours qui a commencé. Alors là, vous donnez une date, sûrement pas, personne ne le sait,
mais les choses vont se décanter assez rapidement. Il s'agit d'être solide nerveusement pour tenir le choc, parce que je pense qu'on passera un mauvais quart d'heure, mais le renouveau est assuré pour les survivants. Merci.